Bonjour à tous, bienvenue sur RMC Story. Les grandes gueules, tous les matins, 9h midi en direct, liberté d'expression totale. Avec aujourd'hui autour de la table, notre éducateur Étienne Libic. Salut Étienne. Bonjour à toutes les auditrices. Zora Bitan, cadre de la fonction publique. Salut Zora. Bonjour à tous les auditeurs. Et David Dickens, directeur marketing du cirque Phoenix. Salut David. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. On ne perd pas les bonnes habitudes sur RMC. 1000 euros à gagner ce matin. Vous avez un quart d'heure pour jouer et tenter de remporter ces 1000 euros. C'est simple, vous envoyez dès maintenant RMC, le mot RMC au 7 32 16. Et à 9h15, il y aura un gagnant en direct dans les grandes gueules. À vous de jouer. De quoi va-t-on parler ce matin dans les grandes gueules? Connaissez-vous Gaspard Glance? C'est un journaliste militant qui a été interpellé samedi après avoir fait un doigt d'honneur aux policiers. Il est ressorti de sa garde à vue, sera jugé plus tard au mois d'octobre, mais il est interdit de paraître à Paris dans les manifestations tous les samedis et le 1er mai. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté de la presse? On essaiera d'en savoir plus tout à l'heure à 10h. C'est notre grande gueule du jour. Les GG veulent savoir. Nathalie Loiseau, qui est, rappelons-le, une ancienne ministre d'Emmanuel Macron, aujourd'hui tête de liste La République En Marche aux Européennes, eh bien, elle est rattrapée par son passé. Elle a été, lorsqu'elle était étudiante, candidate sur une liste d'extrême droite. Alors elle le reconnaît aujourd'hui. Est-ce que c'est une erreur de jeunesse qu'il faut lui pardonner ou au contraire ça pose problème quand même que Nathalie Loiseau, aujourd'hui représentante de la majorité, vienne de l'extrême droite lorsqu'elle avait 20 ans? Les GG veulent savoir, ça sera tout à l'heure à 10h40. Mais pour commencer, à la une des GG, dans 2 jours maintenant, Emmanuel Macron doit parler. Doit-il revoir sa copie? RMC, à la une des grandes gueules. L'ENA ne doit pas être le bouc émissaire de la crise politique et sociale que connaît la France aujourd'hui. Ce n'est pas ce que demandent les Françaises et les Français qui ont répondu au grand débat national. Ils attendent d'abord des mesures de pouvoir d'achat et ça les indiffère, au fond, que l'on touche à l'ENA. Je pense qu'en réalité, il faut une mesure plus globale, plus générale. Est-ce que nous passons de 35 heures à 37 heures, payées 37 et non pas 35, mais à 37 heures? Est-ce que nous repoussons l'âge de la retraite de 62 à 63 ou 64 ans? Oui, les gens, ils attendent depuis un petit moment. Donc ça peut calmer une petite partie. Après, je ne sais pas si ça va calmer tout le monde, mais j'espère. Ça fait quand même beaucoup de semaines que la France est bloquée. Donc ça ne peut être qu'une bonne chose d'arriver à une sortie de crise. Alors, dans 2 jours, donc, le chef de l'État doit enfin annoncer lors d'une grande conférence de presse, ça sera jeudi soir, ces mesures post-grand débat. Alors, le problème, vous le savez, c'est que ces mesures ont été dévoilées. Et ça fait 1 semaine qu'on commente des mesures qui n'ont pas encore été annoncées. Et on ne peut pas dire que les commentaires soient très positifs, aussi bien sur l'allongement du temps de travail. Vous avez entendu la polémique sur la suppression ou non d'un nouveau jour férié, la suppression de l'ENA. Beaucoup disent que c'est des magots. Le RIC, local, mais pas national. Pourquoi ? Donc des mesures qui n'ont pas déclenché, c'est le moins qu'on puisse dire, l'enthousiasme général. Je vous pose la question, mes chers grandes gueules, parce que là, Emmanuel Macron, il est rentré du Touquet, donc il a 2 jours pour travailler, peut-être pour revoir sa copie et proposer autre chose. Le 32-16 pour intervenir, Zora Bitan. Alors, je ne sais pas si ça va calmer, en tout cas, une partie des gens qui ne sont pas contents, mais j'espère qu'il va proposer des mesures à la fois structurelles, c'est-à-dire sur le long terme, parce que on peut pas aussi l'accuser de choses qui sont installées depuis 40 ans. Donc, il a un énorme chantier devant lui. C'est des mesures à court terme. Ça, c'est indispensable, mais elles doivent impérativement être adossées à quelque chose de structurel qui va changer les choses. Donc, il faut que ça soit plus ambitieux que ce qu'on a pu voir dans la presse. Il ne peut pas faire un catalogue comme on a connu avec le Parti Socialiste, avec la droite à un moment donné, etc. Lui, son grand défi à lui, c'est les réformes structurelles, c'est-à-dire en profondeur et de dire on est là aujourd'hui pour pallier à un certain nombre de mécontentements des Français et pour pallier à certains dysfonctionnements et injustices. Je propose ça à court terme, mais pour le long terme, je propose ça comme modification de nos institutions et du fonctionnement de notre société. C'est la seule condition à laquelle les gens pourront peut-être adhérer. Parce que s'ils proposent un petit catalogue avec un menu, on va dire à la petite semaine, juste pour contenter les uns, les autres, il fera des mécontents.
on n'en est pas là. Moi, je note qu'à la veille de l'incendie de Notre-Dame, ses propositions étaient enregistrées. Là, c'est une conférence de presse qui est complètement différente. Moi, j'en attends pas. J'attends vraiment quelque chose de structurel, mais je ne sais pas si ça va être le cas. David Dickens. Ce sera forcément déceptif. On voit bien qu'il y a des demandes qui sont spécifiques des Gilets jaunes, qui sont qu'on pourra absolument pas combler, notamment la destitution. Voilà, ça reste quand même des demandes qui datent du début du mouvement, qui pourront pas être satisfaites. Et de manière générale, je crois qu'on n'aura pas 64 millions de réponses. Donc ce sera forcément déceptif. Après, là, je pense effectivement il y a des mesures symboles. Moi, j'exprime pas là mon désir, ou en tout cas ma façon de penser, mais je pense qu'effectivement le référendum d'initiative citoyenne, c'est une mesure symbole. L'impôt sur la fortune, c'est une mesure symbole. Le temps de travail et la retraite sont des mesures symboliques. Donc je pense que vraiment pour pouvoir en tout cas toucher les gens et donner le sentiment qu'il a entendu, même si selon moi, quand on donne 10 milliards, on a quand même un petit peu entendu quelque chose, il faudra qu'il intervienne sur ces 3 points-là. Étienne, alors c'est vrai que, par exemple, hier, ici même dans les grandes gueules, on débattait de la suppression d'un jour férié. Chaque jour, on a ces mesures qui ont été lancées dans la presse, et on peut pas dire que pour l'instant, il y a l'enthousiasme débordant. Alors, est-ce qu'il doit revoir ça? Il peut revoir encore sa copie, il peut rajouter les choses, il peut nous surprendre. Mais je pense qu'il s'est passé quelque chose dans le pays qui est non seulement nouveau pour Emmanuel Macron, mais qui est nouveau pour l'organisation du pays et la façon dont vont se faire les revendications à l'avenir et dont se font les revendications. Et je crois que ces revendications, elles portent en elles le fait qu'elles vont de toute façon être déçues par quelles que soient les propositions que fera le président. Je veux dire, de toute façon, aujourd'hui, on n'est même plus dans ce que va proposer le président, mais on est dans le fait qu'on ne veut plus ce système d'organisation politique. C'est même pas à la limite. Mais je dirais, on veut quoi à la place? Mais voilà, c'est là la question. Parce qu'on sait ce qu'on ne veut plus. C'est même plus Macron qui est en cause. Et on a l'impression qu'on est arrivé au bout de quelque chose et que on n'a rien à proposer d'ailleurs. On est arrivé au bout de quelque chose et quoi que propose le président, lui, il fera son taf de président de la République, de la 5e République. Ce qu'on a entendu, mais attention, ce qu'on a entendu, c'est-à-dire les gens qui se sont exprimés, reste à savoir si c'est la majorité des Français. Mais les gens qui se sont exprimés pour quelque chose d'un grand changement qui ressemble à une 6e République, c'est-à-dire avec une remise en cause de nos institutions. Et je crois que là-dessus, la réponse du président ne sera jamais à la hauteur des attentes. Et donc, de toute façon, quoi qu'il propose, sera pas... L'autre jour, je lisais quand même que l'an prochain, on espérait pour un couple moyen en France une augmentation du pouvoir d'achat de 850 €. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Si on veut bien comparer aux années précédentes, c'est énorme. Et pourtant, est-ce que ces 850 € vont suffire à satisfaire le sentiment d'inégalité sociale qui règne dans notre pays? Parce qu'en réalité, la réalité, elle est là. Elle n'est pas dans le quotidien difficile ou facile que vivent les gens. Elle est dans le sentiment de l'inégalité sociale. Et on voit bien que sans cesse s'exprime de la part des Français, et pas seulement des Gilets jaunes. Sentiment d'inégalité ou jalousie? Non, sentiment d'inégalité. Il y a aussi beaucoup de jalousie sociale, on l'a vu. La jalousie, ce n'est jamais le fait que de se dire... jalouse de ce qu'a le voisin, quand même. Ce n'est jamais le fait que de se dire qu'on pourrait avoir ce qu'a le voisin. Qu'est-ce qu'il a de plus de nous pour mériter ce qu'il a? Et on voit bien qu'à travers les réseaux sociaux, ce sentiment d'inégalité sociale qui règne dans le pays est arrivé à son paroxysme. Et ça, je vois dans un pays, pourtant, qui est l'un des plus redistributifs au monde. Et qui est un des plus égalitaires, en réalité. Qui est un des plus égalitaires, ça a été démontré par 50 000 élus. C'est aussi le fruit, il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron, quelque part, est aussi le fruit d'un dégagisme général. Son arrivée, elle est aussi liée là, donc c'était à cela. Donc c'était pas non plus une adhésion à ce qu'il pouvait représenter, ou ce qu'il pouvait proposer. On avait envie de dégager ce qu'il y avait avant. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, après ce dégagisme assez violent qu'il y a eu, lui, il a exercé le pouvoir pendant 2 ans, et il se retrouve victime de ce point zéro. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué, qui fait qu'à mon avis, je pense pas que les réponses puissent satisfaire les revendications. Le problème, c'est qu'il a bénéficié, c'est-à-dire qu'il a bénéficié du dégagisme, mais il a aussi incarné un espoir, j'allais dire, que ce dégagisme soit bien mis en place par lui. C'est-à-dire que il a déçu
aussi. Il a déçu, il déçoit. Parce que justement, il a fait j'allais dire, une présidentielle historique dans la façon dont il a été élu. Mais au bout du compte, ça fait pchit. Parce qu'il n'y a rien d'original. Il fait que des petites mesures. Il a déçu au départ par son mépris. Il n'a pas appliqué le titre de son livre Révolution. Voilà. Et puis voilà, c'est-à-dire que dès le départ, il aurait dû incarner cet espoir pour lequel il a été élu. Sauf que non. Oui, mais est-ce que cette déception, on l'a pas à chaque fois? Excuse-moi, mais Nicolas Sarkozy, à peine élu, il devenait populaire. Hollande, ça a été encore plus rapide. Et Macron, j'ai l'impression qu'à chaque fois... Vous le mettez au même niveau que les autres. Lui, il était censé être ce candidat d'aucun parti, qui a créé son nouveau parti, qui est hors des partis traditionnels, qui n'est pas l'ancien monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait des comparaisons avec les autres. Mais lui n'est pas les autres. Lui, il a revendiqué ne pas être les autres. Et il a Donc il faut qu'il renverse sa table. Voilà. Il faut que jeudi renverse sa table. C'est très intéressant le fait que, par exemple, quand on fait la genèse de la genèse des Gilets jaunes, la question du 80 km/h devient prépondérante et la question de l'augmentation du carburant pour le quotidien devient prépondérante au départ. Ça, c'est une question de démocratie. Quand Macron, là, par exemple, fait la proposition du RIC local, finalement, il répond par le RIC local à la première question qui avait été posée par les Gilets jaunes, qui est une forme de décentralisation, de demande de décentralisation. Qu'est-ce que c'est le RIC local? C'est de proposer que localement, il y ait des décisions qui diffèrent légèrement, donc on pense à la Corse, on pense qui diffèrent d'une manière ou d'une autre de la décision parisienne. Un peu par exemple, si on consultait les gens, je prends un exemple comme ça, si on consultait les gens sur un aéroport, faut-il oui ou non le construire? Et puis les gens disent oui, et puis finalement le président de la République, ah ben tiens, c'est pas Emmanuel Macron, dit ben non, finalement on va respecter. Oui, alors c'est ça, d'accord, c'est bien l'Éric local. Mais par exemple, ça marche bien en France. Ça pourrait être aussi, par exemple, est-ce que vous estimez que dans votre région, tout le monde doit apprendre à parler à l'école corse automatiquement, ou est-ce que tout doit être écrit en breton? Les jeunes voulaient des RIC nationaux. Mais ils voulaient un RIC national. Non, mais justement. En gros, ils voulaient un RIC pour destituer les élus. Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est exactement ça le cœur du truc. C'est-à-dire que là, lui, il répond à cette question de sentiment de non-démocratie locale. Et en fait, les Gilets jaunes veulent maintenant quelque chose qui est d'ordre national. Il n'est pas à la hauteur du nouveau monde qu'il a vendu. Il est là le problème. Il n'existe nulle part. Trop technocrate. Mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même été ministre, qu'il était socialiste pendant très longtemps. Il l'a dit lui-même dans une vidéo, je suis socialiste. Oui, on va pas très longtemps. Non, mais peu importe. En tout cas, il a François Hollande. Il a la cravate du voilà, socialisme. Exactement. Et puis il a cette fonction. Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'il propose quelque chose, ce ne sont que des petits catalogues de mesures. On attendait de lui, un renversement des choses, quelque chose d'original, en profondeur. Alors, en même temps, ce sentiment-là, il est partagé évidemment par les opposants de La République En Marche en toute légitimité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que tu dis là est contredit totalement par les militants de La République En Marche et par les sympathisants qui pensent qu'effectivement, il a d'une part un quinquennat pour produire et pour qu'on puisse se rendre compte des effets de la politique menée, et que si ça ne marche pas, nous-mêmes qui l'avons soutenu, nous serons là au rendez-vous pour dénoncer les échecs. Mais voilà. Alors là, il y a des gens qui l'a déçu, qui considèrent que ce sont des petites mesures, mais crois-moi, son électorat, les gens qui le soutiennent depuis le début, sont là. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à Denis au 32-16 qui nous appelle de Lunéville. Bonjour Denis. Denis? Oui, j'écoute. Oui, ouais, mais nous aussi on vous écoute. on va surtout vous écouter hier soir. Ouais, voilà. Denis pense qu'on l'appelle comme ça, tiens. Je m'aperçois. Vous êtes en direct sur RMC et sur RMC Story. Des millions de gens vous écoutent, Denis, nous aussi. Alors, est-ce qu'il doit revoir sa copie, Emmanuel Macron? Non, il doit surtout pas la revoir, sa copie, parce que c'est sa politique. Bon, après, c'est lui qui donnera raison ou pas. Mais maintenant, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'à long terme, il donne rien du tout. C'est toujours de la mesurette à 2 balles, machin, je te donne allez, je te donne 100 balles là. Moi, un caddie, c'est 100 balles par semaine. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que s'il avait réindexé l'inflation sur tous les salaires, ce qui a été enlevé par Mitterrand en 83, on n'en serait pas là. On aurait pu réélever vraiment le pouvoir d'achat. Et puis surtout donner de la perspective à long terme. Des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est de la perspective à long terme. Mais c'est quoi la perspective? C'est quoi la perspective à long terme? Parce que la vie... la perspective, c'est de voir évoluer son niveau de vie en fonction des années, en fonction de l'inflation. Oui, mais vous ne pouvez pas savoir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans ce que sera la France précisément. Lui-même ne le sait pas. Ou alors il va vous raconter des bobards.
Mais non, mais un président, c'est ça le problème, c'est on attend d'un président de la République qui nous explique que ça va être dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Sauf que le monde, on l'a bien vu, change tellement, bouge tellement que lui-même n'a pas la capacité de le faire. Ou alors, ceux qui vous le disent racontent des bobards. Non, mais le gouvernement a bien compris quelque chose là aujourd'hui, c'est que de toute façon, quel que soit ce qu'il donne, il s'est adossé à la baisse de la dépense publique. Donc de toute façon, on verra, ils peuvent pas faire des chèques comme ça. Mais je le répète, s'il n'y a pas de réforme structurelle, c'est-à-dire des impôts, de la fiscalité, de l'éducation, d'un certain nombre de sujets comme la retraite, la dépendance, etc., il y vient. On attend des mesures là-dessus. Parce que même si, comme dit Étienne, et je suis assez d'accord, que de toute façon, au bout du bout, il y a un tel mécontentement qui date depuis très longtemps que ça va être compliqué, mais n'empêche qu'il est président et il doit répondre à un certain nombre de problèmes qu'on a aujourd'hui. Prendre les mesures pour éviter, comme les autres pendant 40 ans, qu'on se retrouve dans 40 ans avec des choses qui nous reviennent en boomerang. Encore faut-il qu'on soit d'accord sur les solutions. Non, mais... Parce que nous avons voté. Je remercie Denis qui nous appelait de Lunéville, qui de toute façon lui n'attend rien. J'ai l'impression quand même que la majorité des Français est un peu comme Denis, non? Oui, c'est ça. Moi, je pense que je pense qu'on est absolument persuadé au fond de nous-mêmes qu'il n'y a pas tellement de solution à la nasse dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'en réalité, on est quand même dans une exigence et dans une demande, mais qu'en réalité, on sait qu'il n'y a pas vraiment il va pas y avoir, et que peut-être la solution ne vient pas d'en haut. Oui. Et donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience d'une grande désespérance. Du fait à condition qu'on nous foute un peu la paix. Oui, mais c'est tu vois bien ça, l'État nous fout un peu la paix. Tu vois bien qu'en ce moment, nous mettre le 80 km/h, à nous imposer beaucoup de choses sont en train de changer dans notre société, dans nos sociétés, mais dans la société française, de la façon dont on est en train d'organiser notre société. On parle souvent de la question communautaire, on parle souvent de la question dont on se réorganise, et tout ça est une grande angoisse. Pour notamment la génération des 40, 70 ans, d'une grande angoisse, parce qu'elle se dit dans quel monde on va vivre, et je pense que là-dessus, on ne se fait aucune illusion. Allez, j'ai un gagnant, moi j'ai pas d'illusion, j'ai un gagnant. Il s'appelle Mathieu. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Bravo, vous venez de gagner 1000 euros. Ah putain, les 1000 euros. Ça vient du cœur. Désolé. Ça vous fait plaisir, je crois. Ça fait plaisir. Ah oui. Ok, oui. Bravo, vous avez envoyé le mot RMC au 732-16 et voilà, 1000 euros pour vous dans votre poche. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit 1000 euros comme ça? On achète des chocolats. Vous en faites quoi de vos 1000 euros, Mathieu? Non, je vais surtout renflouer mon découvert. Ah bah voilà. Donc c'est votre banquier qui est heureux aussi. Bravo à vous Mathieu, tous les matins à 9h15, un gagnant, tous les matins à 9h15, 1000 euros à vous faire gagner dans les grandes gueules. Et si vous ne gagnez pas avec nous, vous jouez avec Vincent Moscato à partir de 16h en envoyant RMC au 732-16 et on vous offre donc les 1000 euros RMC. Bravo à vous Mathieu. Dans un instant, bravo. Macron doit-il revoir sa copie? Pour l'instant vous dites oui à 66% sur rmc.fr. A tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.